Aujourd'hui, je reçois François Krug. Bonjour. Bonjour. Pour ce livre qui s'appelle Réaction française, j'ai une impression de dégoût en le terminant. C'est un excellent travail, hein. Le dégoût n'est pas lié à ton livre, mais c'est tellement dégueulasse, c'est tellement les mains sales, la nausée, enfin c'est-à-dire que l'accumulation de ce que tu racontes, les anecdotes, les citations autour de trois figures de la littérature en France qui sont Moix, Houellebecq et Tesson, mais pas que, justement. Ce qui est intéressant, c'est cette espèce de portrait que tu brasses. On croise Nab, Dieudonné, Blanc-Rue, enfin je vais pas tous les énumérer, et chaque fois c'est très précis, c'est des citations, etc. Et tu fais des liens et tu racontes, on va dire, 30 ans de littérature que tu qualifies d'extrême droite, et on va en parler. Mais ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui, quoi. Parce que quand tu regardes les plateaux télé, tous les gens dont tu parles, c'est des gens qu'on voit partout sur la télé et qui jouent un peu au pestiféré, alors qu'aujourd'hui, ils sont très, ils sont dans la photo, quoi. Et donc c'est un livre vraiment intéressant que j'ai lu avec avidité. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de te recevoir et d'avoir cette conversation avec toi. Ma première question, c'est pourquoi tu as eu envie d'écrire ça? Quel a été le déclic? Et comment tu as travaillé? Moi, je travaille souvent sur des questions d'extrême droite, au sens large. Et j'ai toujours été étonné qu'on ne s'intéresse jamais à l'aspect culturel ou intellectuel. Grosso modo, on va s'intéresser à l'aspect électoral, politique, le RN, etc. C'est super intéressant, évidemment. Mais on ne parle jamais de la vie intellectuelle, de la vie culturelle de l'extrême droite. Peut-être parce qu'on les sous-estime. Elle est très importante, elle est très influente dans l'histoire littéraire ou intellectuelle en France. Donc il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a un aspect purement journalistique où j'avais envie de travailler sur le milieu littéraire parce que c'est un milieu sur lequel on n'enquête jamais. Ouais. Et les deux centres d'intérêt se sont réunis. Alors, les écrivains auxquels je m'intéresse, Houellebecq, Moix, Sylvain Tesson, d'entendre des histoires à droite à gauche, d'amitiés douteuses, des anecdotes sur leur passé, des anecdotes sur leur présent aussi. Et je me suis dit, là, il y a une histoire à raconter. Tu disais que c'était une histoire sur 30 ans, et c'est effectivement ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de prendre trois personnages qui ont, grosso modo, ils n'ont pas le même âge, mais ils ont démarré au même moment. Ouais. Début des années 90. On les prend là et on va les suivre sur 30 ans. Et à travers eux, on va raconter 30 ans d'histoire de l'extrême droite et des compromissions du milieu intello et littéraire avec l'extrême droite. Oui, il y a des anecdotes qui sont assez croustillantes. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on est derrière ton épaule, quoi. Tu racontes des situations d'interview, des choses comme ça. C'est très vivant, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, que tu cites la revue Perpendiculaire, j'avais oublié ça. Et la manière, le malaise des Inrecuptibles aussi, parce que personne ne voulait voir qui était en réalité, en tout cas la réalité que tu décris sur Houellebecq. C'est une question que je me pose d'ailleurs. Prenons le cas de Houellebecq. J'avais envie de te dire, ce type, dès le départ, il est Action française, il est d'extrême droite, il est anti-islam, il est raciste. Parce qu'il y a un moment donné où, d'ailleurs, c'est très troublant, je crois que c'est dans l'interview de Perpendiculaire, où tu rappelles qu'il a un personnage dans Les Particules élémentaires qui est très raciste, qui dit que la fin de la civilisation occidentale, c'est le babouin, l'homme noir. Et Houellebecq, les gens de gauche lui disent « Mais bon, ça, c'est vos personnages qui parlent ». Et lui dit non. Il dit que c'est un peu de sa pensée, quoi. Il dit, à chaque fois, il se cache un petit peu derrière les personnages. Il dit, moi, je plonge les personnages dans une histoire, puis je les regarde se débrouiller, et puis, grosso modo, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais ce qui est marrant, par exemple, si on prend son personnage dans Les Particules élémentaires, donc on peut rappeler que Les Particules élémentaires, ça sort en 98, et c'est le bouquin qui fait exploser Houellebecq, qui fait la couve de tous les journaux. C'est un carton commercial, et Houellebecq devient le grand écrivain à la mode, quoi. Et dans ce bouquin, il y a un personnage qui est un prof de lycée ou de collège, je ne sais plus, qui est effectivement frustré sexuellement, raciste, antisémite, tout ce qu'on veut. Donc Houellebecq lui fait dire plein d'horreurs. Et ce que je trouve, je trouve marrant, c'est pas forcément très drôle, mais ce personnage, par exemple, à un moment, il dit quasiment texto, l'islam est la religion la plus con. Ça, c'est le personnage qui parle. Et quelques années plus tard, Houellebecq dit cette phrase-là dans une interview. À lire, ouais. À lire. Il y a une énorme polémique, procès. Bon, il est relaxé au nom de la liberté d'expression, mais c'est la première fois qu'on accuse Houellebecq d'islamophobie. Et ça va lui coller
à juste titre à mon avis, jusqu'à la fin de sa carrière. Mais en fait, grosso modo, c'est ce qu'il faisait dire à son personnage dans le bouquin qui a été encensé partout, par la presse de gauche essentiellement, Oui. parce que Houellebecq était plutôt un écrivain considéré comme un écrivain de gauche à l'époque, parce que faut se souvenir de qui était Houellebecq en fait quand il débarque dans le milieu littéraire. Bon, en caricaturant, on s'emmerde dans le milieu littéraire à cette époque-là, et débarque un mec qui écrit de façon hyper directe pour parler de sexe, pour parler du libéralisme, pour dire du mal des boulots à la con qu'on fait dans les bureaux, etc. Enfin, des trucs, des sujets auxquels la littérature française n'osait pas trop toucher, quoi. C'était vulgaire, il rentre dans l'art, et c'est plutôt, c'est clairement C'est jouissif. c'est jouissif, c'est antilibéral. C'est de gauche, quoi. Ouais, je le rencontre, moi, à ce moment-là, quoi. Et je le connais, je connais Michel depuis très longtemps, et je l'ai jamais vu, moi, comme un type d'extrême droite. Enfin, je l'ai vu comme un truqueur, comme un bon styliste, un bon écrivain. Moi, j'aime bien lire Houellebecq. Mais son personnage public, ses saillies médiatiques l'ont rattrapé. Et c'est comme si, en lisant ton livre, je me suis dit, ouais, quand même, quoi. Souvent, je me dis, ouais, j'essaie toujours de le sauver un peu, parce que je le connais, il se laisse aller, il picole, il dit n'importe quoi des fois, et puis il cherche la formule, il fait des punchlines, mais au fond, c'est un acteur, quoi. Ouais. Et après, il vomit sur la gauche. Enfin, j'ai l'impression qu'il vieillit très mal, quoi. Il vomissait déjà sur la gauche à l'époque. Hein. Je ressors des textes qui n'ont jamais été republiés. Sur Jospin, sur la gauche morale, sur le racisme anti-blanc. Il disait ça en 2002, je crois, à une époque où c'était vraiment une expression réservée à l'extrême droite, ça, de parler de racisme anti-blanc. Je voudrais revenir juste sur un truc que tu dis. Alors, c'est peut-être un peu prise de tête dit comme ça, mais moi, je dis pas dans le bouquin que les écrivains dont je parle sont d'extrême droite. Alors, la nuance est un peu compliquée, mais elle est importante. C'est qu'ils diffusent des idées d'extrême droite. Après, je suis pas dans leur cerveau. D'autant plus aucun n'a voulu me répondre. Ouais. Donc, je ne peux pas parler à leur place. Je ne sais pas s'ils sont d'extrême droite, s'ils sont parfois sur certaines questions d'extrême droite et sur d'autres pas d'extrême droite. Toujours est-il que dans leurs bouquins, ils diffusent des idées d'extrême droite. Dans leurs interviews, ils diffusent des idées d'extrême droite, et qu'ils ont des connexions humaines très importantes avec l'extrême droite, et que donc ils contribuent au succès de l'extrême droite, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que si on lit Valeurs Actuelles, ou si on regarde une chaîne comme CNews, on va entendre matin, midi et soir des gens geindre en disant on n'a pas la parole, on peut rien dire, la domination de la gauche, qui est du bullshit complet en fait, parce que le camp qui domine le débat intellectuel, le débat politique en France depuis maintenant, quoi, depuis quelques années, c'est la droite et c'est l'extrême droite. Ce qui est clair, c'est que le cancer de l'insécurité est en train de s'étendre aujourd'hui sur tout notre territoire, et que les Français doivent bien prendre conscience que le pays est aujourd'hui en train de basculer. D'abord, je propose de régler drastiquement le problème de l'immigration massive, car tout à fait évidemment, et vous le savez, je fais un lien entre l'immigration anarchique et l'explosion de l'insécurité. Donc en fait, ils ont contribué, ces écrivains, à leur manière, à les légitimer, et à ce qu'en fait ce camp idéologique domine. Et à la limite, moi, le bouquin, il est écrit de façon très neutre. Ouais. C'est ce qui fait sa qualité. Je ne veux pas prendre position, à la limite. Si des gens d'extrême droite le lisent et l'aiment bien, tant mieux pour eux. Mais évidemment, je n'aurais pas fait ce bouquin si ça ne me paraissait pas inquiétant. Par cette réflexion et ce travail d'enquête journalistique, tu donnes des sous-bassements à ce qu'on perçoit aujourd'hui quand on allume sa télévision, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne savais plus que Sylvain Tesson bossait à Radio Courtoisie, était fan de Vénère, le vieux monsieur qui s'est suicidé. Principaux théoriciens maintenant on appelle ça la droite identitaire, mais théorisé, quoi. Ça passe dans un discours hyper théorique, hyper... sur 30 000 ans de civilisation européenne. C'est vrai qu'il y a une façon de ne pas dire de civilisation blanche ou de race blanche. La plupart des statuts qui font référence, qui expriment, qui manifestent, par exemple, l'attachement, les racines chrétiennes de la France, sont des crucifix ou des statues de la Vierge Marie qui se trouvent installés sur le sommet des montagnes. Et donc, heureusement, les comités laïques de déboulonneurs agissent plutôt dans les villes et ne prennent pas la peine de monter au sommet des montagnes. Et donc, je raconte dans le bouquin, effectivement, on y reviendra peut-être, comment
enfin les liens entre Sylvain Tesson et ce type-là, et avec d'autres gens d'extrême droite. C'est-à-dire, je trouve comme ça, Sylvain Tesson des trois est celui qui s'en sort le mieux en tant que lecteur, je trouve, parce que il y a une comment dire, il est fidèle à lui-même, quoi. Il est né dans un milieu qui est celui-là. Il est assez prudent finalement, et je pense pas qu'il soit. Enfin, il bosse à Radio Courtoisie, il a des amitiés à l'extrême droite, mais lui-même. Il a une sorte de distance et il ne trempe pas autant que les deux. Alors, les deux autres ont peur de la réputation qu'on peut leur faire parce qu'ils savent que c'est leur gagne-pain. Le pire, c'est Yann Moix, quoi. Et Houellebecq aussi un peu comme ça, quoi. Aujourd'hui, il est rattrapé par ce qu'il a dit. J'aurais plutôt l'avis inverse. Ah oui. Si ça ne te dérange pas que je fasse une parenthèse. Je t'en prie. Le bouquin, il est construit sur ces trois écrivains-là. Le but étant pas de faire un livre de dénonciation en disant voilà la liste des coupables, eux sont des gros méchants, etc. C'est juste parce que c'est trois personnages très révélateurs. J'aurais pu en prendre d'autres moins connus. Marc-Édouard Nab, il traverse. Ouais, il traverse le truc, mais finalement, qui lit encore Marc-Édouard Nab aujourd'hui? Alors, il a des fans. Il y a un côté un peu gourou, quoi. Enfin, je vais me faire tuer sur ses réseaux sociaux dès que notre conversation sera en ligne. Mais Nab, en tant qu'écrivain et styliste, il est plutôt pas mal. Il est même il est malade d'écriture. Il écrit tout le temps. Moi, je sais que je l'ai lu. J'ai lu Les Porcs, par exemple. Ouais. Donc, prenez ces trois écrivains parce que c'est des stars. Et que le but, c'était pas d'assommer le lecteur, c'était pas de faire une thèse pour des profs de littérature, avec tout le respect qu'on leur doit, mais de prendre des gens que le public peut identifier, même sans avoir lu leur bouquin, et qu'on raconte cette histoire dont je te parlais, ces 30 ans de transformation de la France, à travers ces trois personnages. Donc là, je faisais une très longue parenthèse, je ne sais plus pourquoi, parce qu'on parlait de Tesson. De Tesson, oui. Amoureux de Jean Raspail, qui est quand même... Ouais. Mais Tesson, justement, moi, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant et c'est celui qui a provoqué le plus de réactions après la sortie du bouquin. Parce que Houellebecq, il y a des polémiques sur lui depuis des années. Yann Moix, il y a eu cette histoire de fanzine antisémite qu'il a fait dans sa jeunesse. Ah, il est gratiné, là, quand on lit les passages. Donc, c'est assez gratiné. Sylvain Tesson, lui, il a l'image de... Comment dire, de l'auteur apolitique, mais apolitique par définition parce qu'il est voyageur. Grosso modo, s'il nous raconte les montagnes, s'il nous raconte la panthère des neiges au Tibet ou au Népal, ses séjours en Sibérie, qu'est-ce que ça peut avoir de politique? Ces bouquins, en apparence, n'ont rien de politique. Alors après, quand tu grattes un peu et que tu lis ces bouquins attentivement, il y a à chaque fois des petits passages où, si tu es de droite, voire d'extrême droite, tu peux dire « Ah ouais, c'est bien, là, il a réussi à glisser un truc sur les migrants, sur l'islam, sur les musulmans, sur les mahométans », comme il dit. D'ailleurs, il utilise ce terme-là. Oui, c'est ce qui se fait plus quand même depuis un bon moment. Sur la civilisation européenne qui est menacée par... il y a quand même quelques petits indices. Et moi, Tesson, ça m'intéressait de bosser sur lui. Pour l'anecdote, pour le boulot, donc j'étais allé aux obsèques de Jean Raspail, qui est donc un écrivain, pour le coup, d'extrême droite, qui a écrit un bouquin qui est vraiment un bouquin d'extrême droite qui s'appelait Le Camp des Saints, qui imaginait l'invasion de l'Europe par... des milliers de migrants qui venaient d'Inde à l'époque et qui arrivaient, qui imposaient leurs lois, qui violaient tout le monde, enfin, qui violaient les femmes et tuaient les hommes et qui, grosso modo, anéantissaient la race blanche parce que les Européens et la race blanche n'avaient pas vu venir le danger. Donc, c'est un bouquin qui est sorti en 1973. C'est pour ça que Raspail a gagné une espèce de réputation de prophète à l'extrême droite. C'est genre le type qui a vu avant tout le monde qui allait nous arriver, le grand remplacement, enfin bon, bref. Donc ce type meurt, il y a ses obsèques, il y a toute l'extrême droite qui est là. Je me souviens très bien qu'au détour d'un pilier de l'église Saint-Roch, dans le premier arrondissement, je tombe sur Sylvain Tesson. J'y suis allé pour voir qui y allait, quoi, qui était là. Et je me dis, tiens, c'est marrant, je savais qu'il était fan de Jean Raspail, parce que Jean Raspail, par ailleurs, a écrit des romans d'aventure, un peu des trucs un peu boy scout, des sagas historiques qui plaisent beaucoup au lectorat conservateur. Bon, très bien. Mais je me suis dit, ce serait intéressant de comprendre pourquoi il est fasciné par Jean Raspail et quels sont leurs liens. Et puis on découvre, en creusant, qu'ils étaient très proches, très amis. Tesson n'en fait pas la publicité.
Et toute l'enquête a été assez laborieuse. Par exemple, sur les liens avec Jean Raspail, ma chance, c'est que, c'est absurde, hein, mais que Jean Raspail donc, est mort. Ses héritiers ont dispersé dans une vente aux enchères sa bibliothèque. Ouais. Et donc, dans le catalogue de la vente, il y avait les échanges, les lettres que lui envoyait Sylvain Tesson avec le texte. Donc, j'ai pu reconstituer un peu le parcours de leur amitié comme ça. Quand je dis que celui qui s'en sort le mieux, c'est pas le rapport à l'extrême droite et à leur... un hypothétique racisme, etc., c'est que c'est celui qui me semble le moins truqueur, quoi. Les deux autres, on a l'impression qu'ils ont peur de perdre des lecteurs, de perdre de l'argent. Ouais. Ils sont dans une sorte de crainte. C'est pour ça que ton enquête doit les emmerder, parce que quand on leur rappelle leurs propos anciens, etc., à tous les deux, et pour moi, que c'est encore sans doute plus accablant que pour Houellebecq, ce sont des gens qui trichent, quoi, et qui mentent, et qui ont peur, et qui nient l'évidence, etc. Tesson, lui, il est droit dans ses bottes, j'ai l'impression. Moi, je suis pas certain. Et je dis ça. Je sais pas. La semaine dernière, dans Le Point, il m'a consacré une partie de sa chronique. Et j'ai l'impression, c'était assez méchant. Donc j'ai l'impression que ça ne lui a pas plu. Qu'est-ce qu'il dit ? Les arguments sont toujours les mêmes. C'est de tourner à la dérision. Mon enquête repose... l'idée, c'est d'appliquer les méthodes que j'utilise d'habitude dans les enquêtes sur des responsables politiques, par exemple. Benalla. T'as écrit un livre sur Benalla, c'est les réseaux, quoi. C'est qui a fréquenté qui, à quel degré d'intimité ils étaient, et qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Donc sur Tesson, c'est quel genre d'extrême droite il fréquente et quelle influence ça a eu sur son boulot, ses prises de position dans les médias. Et je montre que c'est pas voilà. Et donc lui, tu rappelles. Excuse-moi, je te coupe parce que je voudrais que tu situes cette histoire. C'est que tu racontes son entretien avec la revue Éléments, qui est la revue du GRES. Le GRES, le groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne. Mais c'est un truc symptomatique. C'est un groupuscule. Enfin, c'est un think tank, pour faire de l'anglicisme, qui est créé en 68, justement par des gens de l'extrême droite, vraiment la plus radicale. Alain de Benoît, Dominique Vénère, justement, qui se rendent compte que, grosso modo, le militantisme avec la batte de baseball dans la rue pour tabasser des gauchos, ça sert à rien, et que la gauche a gagné la bataille des idées. Et qu'il faut donc aller la combattre sur le même terrain. Et donc, ils vont créer ce laboratoire d'idées qui va essayer de produire des livres pseudo-scientifiques et infiltrer les médias. Et ce qui reste du GRES aujourd'hui, donc qui s'est diffusé, ça, je pense, c'est ce qui a nourri toute l'idéologie de la droite identitaire. Au FN, je pense que tous les héritiers du GRES se retrouvent autour de Jordan Bardella. Donc lui qui est jeune, mais qui est idéologiquement, ça remonte donc à cette époque-là, c'est les thèses identitaires que lui défend. Et il reste du GRES, il reste une revue donc, qu'on trouve en kiosque qui s'appelle Éléments, dont Tesson a fait la couverture à un moment. Donc il a accueilli chez lui Alain de Benoît, le théoricien du GRES, et des membres de l'équipe de cette revue pour une interview. Alors l'interview, c'est typique de Tesson, c'est que l'interview porte sur le voyage, porte sur la forêt, porte sur la nature. C'est-à-dire, tout le monde aime le voyage, tout le monde aime la forêt, on aime tous les animaux, on est tous d'accord pour dire que le béton c'est moche et que les arbres c'est beau. Voilà. Donc ça a l'air totalement inoffensif, sauf qu'il reçoit chez lui des gens qui ne le sont pas. Alors, ça pourrait être un accident de parcours, où on pourrait dire, il accorde des interviews à tout le monde. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce que j'ai quand même vérifié toutes les interviews qu'il a pu accorder. Il est assez avare de sa parole. Il parle surtout à la presse de droite. C'est pas un crime. Hein. J'ai essayé de vérifier. Donc voilà, c'est ces gens de cette revue qui viennent chez lui. Est-ce qu'il les connaissait avant ? Est-ce qu'il les connaît bien ? Est-ce qu'ils se fréquentent ? On a l'impression Réponse, que oui. C'est pas juste faire une interview pour la promo de mon bouquin. C'est des amis qui se retrouvent. Et donc l'histoire de cette amitié, elle est intéressante, elle est révélatrice parce que le GRES, c'est un truc qui évolue un peu dans l'ombre de l'extrême droite. Par exemple, c'est très en marche par rapport au Rassemblement national parce qu'il y a des choses sur lesquelles ils sont absolument pas d'accord. Enfin, le GRES, ils sont bizarrement assez écolos. Ils étaient extrêmement racistes, mais au point de théoriser le racisme, de faire des études sur le poids des cerveaux des Noirs, des Blancs, des Jaunes. Je me demandais, tu parles d'un livre qui s'appelle Race et Identité, qui a été édité par le GRES, qui est signé par un Jean-Pierre Hébert, qui est un pseudo. Oui, c'est un pseudo. Ouais. Et qui dit que le cerveau des Noirs est plus léger que des types qui... c'est des types, ça, ils ont publié ça dans les années 70. Mais ce bouquin, j'en parle parce que Sylvain Tesson ne voulait pas me répondre. Bon,
Et puis au bout d'un moment, voilà, tu connais ça, tu as fait plus d'enquêtes que moi. Tu cherches un peu tous les indices possibles et imaginables. Et un jour, je tombe sur une photo de Sylvain Tesson dans la presse où il pose devant sa bibliothèque. Et finalement, cette photo qui est parue dans Paris Match, je pense, résume bien le personnage. C'est-à-dire qu'il pose avec une pile de bouquins de voyage, de machin. Bon, très bien. Et puis, moi, je zoome un peu et je regarde les bouquins derrière. Et il se trouve que pour le boulot, je suis amené à lire quand même pas mal de bouquins liés à l'extrême droite. Donc il y a des tranches de bouquins qui me tapent sur l'œil en me disant tiens, Et il y avait celui-là ? Et il y avait celui-là. Et c'est comme ça que je parle de ce bouquin. C'est pour ça, parce que je le vois dans la bibliothèque de Tesson. Alors, c'est pas un crime d'avoir ça. On peut se dire, tiens, j'ai un petit musée des horreurs. Ouais. Mais les auteurs de ce bouquin sont assis sur son canapé pendant que le bouquin est dans la bibliothèque. Donc, je me dis, tiens, comment ils se connaissent ? Pour que les gens comprennent, quand même, tu dis, alors je te lis, hein, le bouquin est signé Jean-Pierre Hébert, un pseudonyme censé dissimuler 4 chercheurs, 2 généticiens, d'ethnologues et un spécialiste des problèmes de psychométrie, selon la 4e de couverture. L'ouvrage est riche en tableaux et en statistiques. On y apprend que le cerveau des Blancs pèserait entre 1288 et 1360 grammes, celui des Noirs seulement 1198 à 1240 grammes. Et tu ajoutes, tu cites le livre là, il semble d'autre part que le cerveau des Jaunes soit aussi plus lourd que celui des Noirs, précisent les auteurs. Par ailleurs, les études démontreraient que les races de l'hémisphère nord possèdent aujourd'hui un plus haut QI, pour ne citer qu'un exemple, que celui de l'hémisphère sud. Rien de raciste dans cette compilation de statistiques douteuses, assurent les auteurs. Simplement, ils plaident pour le droit à la différence et l'épanouissement des peuples selon leur génie propre. C'est quand je te disais tout à l'heure que j'avais la nausée et les mains sales, c'est ce genre d'anecdote que tu racontes. C'est typiquement le discours identitaire est raciste, mais Et en plus, ce qu'il faut préciser, c'est que scientifiquement, c'est faux. C'est archi faux. Oui, mais c'est comment peut-on écrire une connerie pareille ? Ce bouquin est absolument absurde. C'est une compilation de statistiques datant du 19e siècle, quand les scientifiques pouvaient se permettre ce genre d'expérience sur des cadavres. J'imagine qu'ils ont pesé les cerveaux pour de vrai. C'est vraiment une extrême droite qui a essayé de théoriser le racisme. Bon, après, ils ont appelé ça le racialisme, parce que le racisme, ça faisait moche. Et après, comme racialisme, même ça faisait moche, ils ont appelé ça l'ethnodifférentialisme. Pour dire, bon, en fait, c'est pas qu'on n'aime pas les gens qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, mais en fait, on est mieux chacun chez soi. Et c'est ça l'idée. Et pourquoi on est mieux chacun chez soi ? Parce que nous, on appartiendrait à une civilisation indo-européenne qui irait, grosso modo, de l'Atlantique à l'Oural, quoi. Ce qui explique aussi la fascination et la tolérance à l'égard de la Russie, quoi, parce qu'on en fait partie, c'est la même civilisation. Et puis, c'est ce que dit Tesson. C'est ce que dit Tesson. Et dans cette partie de l'extrême droite, en plus, qui est assez différent par rapport, je sais pas moi, à un vieux mouvement comme l'Action française ou au Rassemblement national, c'est que c'est aussi une extrême droite qui n'est pas chrétienne. C'est-à-dire qu'ils disent, mais notre civilisation, en plus, elle n'a pas 2000 ou 5000 ans, elle n'a rien de judéo-chrétienne, la Bible, on s'en fout. C'est les menhirs, les Celtes, les druides, les inscriptions sur les pierres qui datent d'il y a 30 000 ans. C'est une extrême droite, grosso modo, pour caricaturer. Eux, en décembre, ils ne fêtent pas Noël, ils font le solstice d'hiver. Voilà, c'est un retour à la nature. Et finalement, quand on lit les bouquins de Tesson avec cette optique-là, tous ces trucs où il a parlé des déesses de la forêt, etc. Alors, peut-être que je suis devenu obsédé par cette façon de lire Sylvain Tesson. Et il parle beaucoup de Thulé aussi. Oui, Thulé, c'était, soi-disant, dans la mythologie... dans cette mythologie-là de cette extrême droite, c'est les Vikings, c'est l'île... Une île mythique. Qui aurait été le berceau de notre civilisation, qui se situerait quelque part entre l'Islande et le Groenland, etc., etc. Bon, c'est une espèce... En fait, c'est une espèce d'imaginaire un peu chevaleresque, un peu ésotérique, un peu... Et puis facho. Et c'est dans cet imaginaire-là que Tesson, il a baigné. Il était scout. Mais il a baigné dedans, mais il n'en est jamais sorti. Ouais. Sauf que ça se voit pas. Si on le sait pas, ça se voit pas. Si on le sait, on adore Tesson. C'est pas pour rien que Tesson, dans les groupuscules identitaires, ça fait partie des lectures recommandées. Voilà, faut lire des bouquins de théoriciens racistes, et puis pour s'aérer l'esprit et se donner du courage pour affronter la forêt, l'aventure, on recommande aux jeunes recrues de lire Tesson.
Alors, il y en a un qu'on n'en a pas parlé, et pourtant, il est gratiné, c'est Yann Moix. Ouais. Et alors, Moix, il est moins, on va dire, ancré dans une extrême droite type celle de Tesson, mais lui, tu racontes un certain nombre d'anecdotes qui le concernent. Je ne vais pas revenir sur Ushuaïa. Là, Ushuaïa, oui, je me plante aussi. T'as 10 pages là-dessus, quand on les lit, alors là, franchement, on est écœuré, quoi. Parce que t'as beau avoir 20 balais pour avoir ce genre de merde dans la tête. Moi, je pense que c'est l'exemple type du gamin, il a 18-19 ans. Encore une fois, je caricature. Il s'emmerde dans son village près d'Orléans. Changy, je crois. Ouais. Il a un pote dans ce village qui est encarté au FN, qui est... voilà, l'idée qu'on se fait des jeunes qui votent FN au début des années 90, qui vont coller des affiches pour Jean-Marie Le Pen, qui est un peu bas du front, quoi. Et c'est pas le cas de Moix, mais c'est le cas de son copain. Et donc Moix va dire, c'est mon copain qui m'a influencé. Donc ils se mettent à fabriquer des fanzines qu'ils appellent donc Ushuaïa, donc extraordinaire jeu de mots entre Ushuaïa, l'émission de Nicolas Hulot qui était à la mode, qui faisait un carton à l'époque, et la Shoah, et à faire des fanzines antisémites avec des pages qui sont parce qu'on peut faire des gradations dans l'antisémitisme. Ouais. Mais c'est antisémite globalement, et puis il y a des passages clairement négationnistes, quoi. Ouais. Et on voit que c'est fait par des gens qui savent de quoi ils parlent, parce qu'il y a des petites blagounettes en référence à des œuvres de Robert Faurisson, qui était le grand négationniste de l'époque, sans qu'ils ont bien lu Céline et notamment les pamphlets antisémites de Céline qui circulaient que sous le manteau à l'époque. Ils n'ont jamais été réédités. Et que Gallimard veut ressortir. Ils veulent le ressortir, mais ils n'ont toujours pas ressorti. Ils l'ont toujours pas ressorti parce que... Mais on sent qu'il y a comme une sorte d'effet de mode autour de ça. Quoi, mais c'est ça, il y a un truc, c'est pourquoi on empêcherait d'accéder à ces œuvres. C'est des œuvres. Alors, et justement, sur Yann Moix, je voulais revenir aussi sur le Vas-y. Mais il fait ses fanzines. Il a entre 18 et 22 ans. Il est étudiant en école de commerce, et puis il n'est pas con. C'est un gamin lettré. Hein. C'est un gamin, une de ses grandes fiertés, c'est qu'à 14 ans, il a pris sa carte à l'association des amis d'André Gide, où la moyenne d'âge devait être quand même légèrement plus élevée. Donc c'est un gamin qui a lu. Il n'est pas con. Et pourtant, il va faire ses fanzines ignobles avec des dessins. Tous les dessins sont de lui. Alors on ne peut pas les montrer, mais c'est des variations sur, grosso modo, des déportés qui... on est à Auschwitz et puis il se passe plein de choses. Ils sont dans les situations les plus absurdes possibles. Il va se moquer de Bernard-Henri Lévy parce que c'est la bête noire de tous les antisémites à l'époque. Et ça deviendra son mentor plus tard. On a vu toute la polémique qu'il y a eu avec sa famille, la détestation affichée, enfin même plus que la détestation d'ailleurs. Et quand tu dis qu'il y a eu l'avant-première de Podium, en fait, la famille était venue voir le film, ils étaient là, unis, il n'y avait pas de problème, visiblement. Après, la vie d'Yann Moix, ça a l'air un peu compliqué. Il faut se souvenir, en fait, ces histoires de fanzines, ça sort dans l'Express, parce qu'il faut... c'est pas moi qui étais le premier à sortir cette histoire, il faut le rappeler. Ça sort à un moment particulier, il décide de faire une série de bouquins autobiographiques. Reims, Orléans... Voilà, et donc il commence par Orléans, où il raconte sa jeunesse. Et ça faisait des années qu'il racontait déjà ça dans les médias. Donc il met noir sur blanc dans un bouquin ses accusations à l'égard de ses parents et de son frère en disant, grosso modo, qu'il était battu, maltraité, méprisé, etc. Bon, ça crée un énorme bordel avec sa famille. Vous avez dit souhaiter la mort de la totalité de votre famille ces jours-ci, à l'exception de votre grand-mère Simone. Je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Je vois pas ce sont des salauds, ce sont des gens qui auraient dénoncé des juifs pendant la guerre, ce sont des gens qui sont d'extrême droite, ce sont des gens qui ont voté Jean-Marie Le Pen depuis toujours, ce sont des gens que je méprise, ce sont des racistes, ce sont des homophobes, ce sont des sales gens, ce sont des gens qui ont essayé de détruire mon existence, ce sont des gens qui maltraitaient les animaux, ce sont des gens qui maltraitaient un de leurs enfants. La famille prend la parole dans les médias pour dire que c'était l'inverse, que c'était Yann Moix qui était violent avec sa famille, qui était complètement... Voilà. Il y a deux frères qui se font... Alexandre et Yann. Donc ils se font des procès, etc. Donc on ne va pas prendre position sur cette question-là. Toujours est-il que c'est à ce moment-là que ressortent dans la presse les fanzines que Yann Moix faisait à l'époque où il habitait encore chez ses parents et où il commençait à devenir étudiant, à prendre son... C'est là où je voulais en venir, parce que, à ce moment-là, j'ai vu sa défense dans les médias en disant que c'est une erreur de jeunesse, etc. Ouais. Je me suis laissé entraîner par mon copain Pichon, qui a d'ailleurs coécrit Podium. Mais c'est ça, parce qu'en fait, il dit, grosso modo, oui, j'ai fait une connerie,
Mais j'ai fait une connerie, ça a duré 2 ans. J'étais sous l'influence d'un copain. Et puis après, je suis monté à Paris, j'ai fait autre chose. Sauf que ce copain, qui a accepté de me parler, ce copain, il est resté en lien avec Yann Moix 10 ans encore après. Donc ils ont continué à rigoler ensemble, à partager des bons moments, voir des idées un peu douteuses. Et ce copain, moi je trouve cette anecdote assez marrante, effectivement. C'est que ce copain rêvait de devenir cinéaste, comme Yann Moix. Ils étaient quand même très potes. Ouais. Très, très potes. Donc, ils ont écrit ensemble le scénario d'un film qu'imaginait... c'était un film imaginant la vie d'un sosie de Claude François. Bon. Et ils vont ensemble porter le projet à un producteur. Ils vont ensemble signer les contrats. Ça va devenir le film Podium, qui va faire, je crois, 3 ou 4 millions d'entrées. C'est énorme carton. Ouais. Avec Benoît Poulvord. C'est Fidélité qui le produit. Voilà. Sauf qu'au générique, il n'y a plus le pote. Eh ben ouais. Eh oui. Parce qu'on a fait un peu le ménage dans la vie d'Yann Moix. Enfin, Yann Moix a fait un peu le ménage dans sa vie. Mais il n'y a pas que lui, Éric Blanc-Rue, là, il le dégage aussi. Ça, c'est plus tard, mais il le dégage aussi. Ouais. À chaque fois que ça sent un peu le roussi... Quand tu lis le bouquin, tu te dis « putain, j'ai pas envie d'être pote avec un mec comme ça. » En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment que les 3 écrivains que je suis sur 30 ans, c'est des symptômes de quelque chose, quoi. Et grosso modo, Houellebecq, c'est l'exemple je pense, du type qui... Alors lui, il raconte toujours qu'il a grandi dans une famille plutôt stalinienne, donc qui est fasciné par l'extrême droite de papy, quoi. L'action française, le vieux catholicisme, le roi, etc. Ce qui est faux, la mère de Houellebecq que j'ai non, mais oui, c'est ça. Je la connais bien, moi, puisqu'un de mes amis de Montpion a écrit une biographie de Houellebecq, et c'est à cette occasion que je l'ai rencontrée, elle était encore vivante. Et Houellebecq, partout dans les médias, disait que sa mère était morte, quoi. Et sa mère n'était pas du tout stalinienne, elle était un peu babacool, elle était médecin. Houellebecq, c'est cette extrême droite-là. Sylvain Tesson en a parlé, c'est une extrême droite très, très radicale. Et limite un peu underground, quoi. C'est l'élite de l'extrême droite. C'est les gens qui se pensent plus intelligents et plus hardcore. Ils ont un complexe de supériorité. Ils ont un complexe de supériorité et qui, d'ailleurs, ne sont pas cons du tout. Enfin, c'est vraiment une extrême droite intellectuelle. Yann Moix, pour moi, c'est le type, le gamin fasciné par ce qui sent le soufre, ce qui peut choquer. Et à l'époque, quand on est en 90, 91, ce qui choque, c'est l'extrême droite. À la limite, peut-être que 20 ans plus tôt, il aurait été d'extrême gauche. Oui, c'est possible. Et donc, je pense que c'est intéressant parce que je pense qu'il n'est pas le seul en France à être dans ce cas-là. C'est-à-dire de s'être dit, tiens, en fait, qu'est-ce qui est subversif? Qu'est-ce qui est subversif exactement? C'est d'être d'extrême droite, c'est d'aller déterrer les pamphlets antisémites de Céline plutôt que de lire, je ne sais pas moi, Modiano ou je ne sais pas quoi. C'est d'aller chercher les bouquins de Drieux-La Rochelle ou de Lucien Rebatté, donc des collabos, plutôt que de lire ce que tout le monde lit. Et puis, c'est d'aller traîner avec mon pote qui colle des affiches pour le FN, c'est de faire des fanzines antisémites. Non, mais est-ce qu'il le croit? Est-ce qu'il partage les idées? Je ne sais pas, mais il le fait. Le truc qui déconne dans cette histoire pour lui, c'est que tu le récupères de nos jours. Alors, je voudrais que tu racontes l'histoire de cette pétition et de ce monsieur Vincent Renoir, là, qui est un... Alors, lui, il est gratiné. Lui, il veut réhabiliter la Gestapo. Alors là, c'est un vrai nazi qui a fait de la prison et tout. Mais là, il y a une pétition qui est faite contre la loi Guesso, mais qui est aussi une pétition qui est faite... Alors, est-ce que tu peux raconter pas réhabiliter Renoir, mais pourquoi pour le... Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie de Yann Moix, c'est à une époque où il s'est débarrassé, il a mis fin à son amitié avec son copain avec qui il faisait les fanzines antisémites, mais il se retrouve un nouveau super pote qui s'appelle Paul-Éric Blanc-Rue et qui, lui, traîne aussi dans les milieux d'extrême droite, parisien cette fois. Arrive ce moment où ce négationniste qui s'appelle Vincent Renoir est arrêté par les flics et mis en tôle parce qu'il avait été condamné, il était en cavale, et il venait d'être condamné pour la énième fois dans le cadre de la loi Guesso. C'est un antisémite, c'est une espèce de héros des négationnistes. Pour donner une image, une idée du personnage, c'est un gars qui a commencé à faire parler de lui. Il était dans le Calvados, je crois, à Caen, et une année, des lycéens d'un lycée de Caen reçoivent la médaille du concours de la résistance et de la Shoah et de la résistance. Je ne sais plus quel est l'intitulé exact, mais grosso modo, il y a un travail scolaire qui est fait et puis il y a un prix qui est remis. Bon. Donc, il leur écrit une lettre à chacun.
hyper ironique en disant je suis très fier de vous et je voudrais vous aider à approfondir cet intérêt pour cette période de l'histoire. Et il leur envoie ces brochures négationnistes. Donc il est condamné à ce moment-là et il continue à être condamné régulièrement tous les 6 mois. Il est en cavale et il continue à faire des vidéos ou des courriers. Voilà, c'est ça. Il nargue. Il nargue. Et puis, à la dernière, au bout de 10 condamnations, cette fois-ci, il n'échappe pas au trou. Bon, donc il va au trou. Paul-Éric Blanru, le copain de Yann Moix, qui est un grand copain de Robert Forisson et de négationnistes, comme ça, décide de faire une pétition. Alors, c'est toujours le même principe, on va faire une pétition au nom de la liberté d'expression, en disant « je ne partage pas les idées de Vincent Renoir, mais on ne va pas le mettre au trou pour ses idées ». Bon, après, effectivement, on ne va pas faire de débat sur la loi Guesso, mais voilà, il se trouve que la loi, c'était ça. Bon. Et ce Paul-Éric Blanru fait signer sa pétition à des gens du FN, des négationnistes, des libraires. Il en trouve près de 1900. Ouais, mais il en trouve beaucoup, des Alain Soral, des Robert Forisson, etc. Mais il essaie même Robert Badinter, ce qui est absurde, mais enfin, voilà, c'est absurde. Mais il faut quand même crédibiliser cette pétition, parce que là, il n'y a que des fachos dedans. Il a demandé à Chomsky qui a refusé. Il a demandé à Chomsky qui a refusé parce que Chomsky, 20 ans plus tôt, avait fait un texte en soutien à Robert Forisson, justement au nom de la liberté d'expression. Ça avait pas mal la loi Guesso à l'époque. Il n'y avait pas la loi Guesso, mais bon, ça avait provoqué une telle polémique que Chomsky, je pense, se dit... J'ai fait un livre avec lui là-dessus. D'accord. Bon. Mais donc voilà, ce malheureux Paul-Éric Blanru se dit, mais comment crédibiliser ma pétition ? Il se trouve qu'il est copain, son meilleur copain, Yann Moix. Alors la pétition, je voudrais revenir là-dessus, elle dit quoi par rapport à Renoir ? Elle dit libérez-le, parce que grosso modo, il est en tôle à cause de ses idées. Que vous pensiez du bien ou du mal de ses idées, sortez-le. Enfin, il n'a rien à faire en tôle. Ouais. Et mettons fin à la loi Guesso. Paul-Éric Blanru demande à son copain Yann Moix de signer la pétition. Yann Moix, c'est pas rien. Parce qu'il est au sommet de sa gloire, il a fait podium, donc il est connu du grand public, on le voit à la télé. Il est chroniqueur à la télé. Il est chroniqueur à la télé. Je crois qu'à l'époque, il a l'éditorial toutes les semaines dans le Figaro littéraire, ce qui est une espèce de Graal dans le milieu littéraire. Il est chez Grasset, c'est le protégé de Bernard-Henri Lévy. Il écrit énormément de textes, et je pense qu'il est sincère pour expliquer son admiration, son amour pour le judaïsme, pour Israël, etc. Donc, apporter la signature de Yann Moix, c'est une façon de crédibiliser la pétition et de dire que ce n'est pas une pétition de négationnistes. Donc, Yann Moix signe. Cette pétition, elle circule que dans les milieux d'extrême droite. Elle n'est pas trop relevée par la presse jusqu'au jour où des journalistes du Monde la repèrent et voient la signature de Yann Moix. Donc, ils font un papier pour dire qu'est-ce que Yann Moix fait à côté de Robert Forisson. Et de même que Yann Moix avait dégagé de sa vie le copain avec qui il faisait ses fanzines antisémites, il a dit « Oh là, marche arrière ». Donc, il demande à Paul-Éric Blanru de virer son nom de la pétition, et puis il va inventer toute une histoire pour dire mais en fait j'ai été piégé, j'ai jamais signé, manque de peau. Sur son blog, Yann Moix avait fait un texte pour dire j'ai signé une pétition où je sais qu'il y a Robert Forisson et compagnie, mais au nom de la liberté d'expression, etc. Donc il va nettoyer ce texte. Il se rend compte qu'il allait un peu loin, et il revient en arrière. Il a quand même crédibilisé apporté sa caution à cette pétition. Ouais. Quelques années plus tôt, son copain Paul-Éric Blanru avait pondu un bouquin comme ça, qui était un dictionnaire de citations antisémites. Mais ça s'entend, ça. C'est un bouquin qui dénonce l'antisémitisme. C'est présenté comme tel. Alors, c'est un régal déjà pour les gens d'extrême droite, parce que vous pouvez lire des extraits justement de ces textes de Céline, ou des textes de Brasillac, ou des textes de tous les auteurs qu'on ne publie plus. Les petites notules, les petites notes dans le dictionnaire étaient extrêmement ambiguës, donc on ne savait pas s'ils critiquaient pas. Le mélange du bouquin est moi je trouve assez bizarre. Et pareil, le bouquin, il ne faut pas qu'il passe pour un bouquin d'antisémite, donc il faut quand même le crédibiliser. Donc Blanru va demander, cherche quelqu'un de crédible pour faire la préface de ce bouquin. Ça sera Yann Moix qui va accepter volontiers de préfacer ce bouquin. Je reviens à cette pétition. Donc, finalement, il retire le nom et il dit qu'il a été trahi par Blanru, il ne savait pas qu'il y avait Forisson dedans, il confondait les deux Robert, enfin, si j'ai bien compris. Oui, on m'avait dit qu'il y aurait Robert Badinter, donc j'ai signé, mais en fait, c'est Robert Forisson. En fait, il savait très bien que c'était une pétition où il y aurait
Alain Soral, Dieudonné. Et là, toi, tu écris Blanc-Rue promet qu'il n'a jamais piégé son ami Moix. Il refute toute tromperie sur la marchandise et toute confusion entre les deux Robert, Badinter et Forisson. Pourquoi je lui aurais promis Badinter alors que j'avais... Enfin, il y a Dominique Jamais, d'ailleurs, il y a Robert Ménard qui signe ça. Blanc-Rue affirme que Moix a signé la pétition en connaissance de cause, même s'il admet ne pas lui avoir fourni la liste complète des signatures, etc., etc. Blanc-Rue, d'ailleurs, qui a un peu d'humour, il dit à la fin, parce qu'il il se fait dégager par Moix, qui ne veut plus entendre parler de lui, et il dit c'est très bizarre de nier une amitié. Ça, pour le coup, c'est du négationnisme. Non, mais il n'en sort pas. Alors, il n'en sort pas grandi. Hein. Non, et après, moi, je pense qu'il est vraiment sincère dans tout ce qu'il écrit contre l'antisémitisme, pour Israël, etc. Yann Moix, depuis 10 ans, c'est une de ses obsessions. Et je pense qu'on ne peut pas l'accuser d'être antisémite. Peut-être qu'il n'est pas d'extrême droite. C'est juste, ce qui me fascinait, moi, c'était cette capacité à fricoter avec l'extrême droite et à vouloir jouer avec le soufre. Si on commence à jouer avec ça, c'est pas un objet de blague, l'antisémitisme. C'est pas un objet de blague, l'extrême droite. Et donc, il y a forcément une ambiguïté. Et on sent d'ailleurs chez les trois personnages, mais plus sans doute chez moi à te lire, qu'il y a chez lui une soif, une envie d'être populaire, d'exister, de vendre des livres, être écrivain. Pour lui, c'est passer à la télé. Il y a cette envie de notoriété qui le mange, quoi. Et c'est ça qui est une sorte de moteur pour lui. Et c'est pour ça que, plus d'ailleurs, chez Houellebecq, il y a ça aussi, mais peut-être, chez tous les trois, mais chez lui, c'est exacerbé, quoi. Non ? Lui, je pense qu'il a compris que s'il voulait avoir du succès, ça passait par les médias. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous dites dessins antisémites. J'aimerais juste rectifier quelque chose. Les dessins que j'avais faits étaient effectivement se moquer des Juifs, mais je voulais quand même préciser qu'ils se moquaient aussi, et c'était pas très intelligent pour autant, des Noirs, des handicapés, de l'abbé Pierre, des nains, des myopathes, etc. Il se trouve que l'Express a choisi, pour me tuer socialement, de choisir uniquement les dessins sur les Juifs, parce que c'est beaucoup plus spectaculaire et ça atomise beaucoup plus socialement un individu que de prendre tout le reste. Alors je suis pas critique littéraire, c'est pas un bouquin de critique littéraire, c'est un bouquin c'est un récit. Mais, on pense qu'on veut des livres de Yann Moix, mais je pense qu'il n'a pas le... Comment dire ? Le talent. Je vais essayer d'être gentil. Non, je vais te laisser le mot talent, je vais dire l'impact, n'est-ce pas ? La reconnaissance critique. Tu es très prudent. Moi, je trouve que j'avais essayé de lire Naissance, c'est illisible. Enfin, celui-là, il est bon sur les chroniques, il est on peut le dire. bon. Je crois qu'on a le droit de le dire sans diffamation. Celui-là, il est complètement illisible. Et il a failli avoir un prix. Il a eu un prix, non ? Peut-être. Il a eu un Renaudot, je crois. Mais c'est là où, d'ailleurs... Oui, mais après, le milieu fait que... Ouais, mais c'est là où, quand on lit ton livre, on se dit quand même, quoi, ce milieu c'est pour ça que c'est courageux du Seuil aussi de sortir ce bouquin, parce que ça décrit aussi un monde de l'édition qui perd pied, quoi. Enfin, c'est les fausses valeurs. Et qui sait très bien que tous ces écrivains peuvent fréquenter des gens douteux et avoir des idées douteuses. Mais on s'en fout. On s'en fout. Pour moi, en fait, je vais faire un parallèle qui a l'air peut-être absurde, mais moi, mon envie d'enquêter sur le milieu littéraire, elle est aussi née au moment de l'affaire Gabriel Matzneff. Ouais. Parce que là, on a un écrivain pédophile. Tous ses bouquins parlent de pédophilie, tout le monde sait. Et tout le monde dans le milieu littéraire dit pouf, rigoler, on n'avait rien à faire. Et tout d'un coup, ça leur arrive leur explose à la gueule. Et je pense que sur les questions d'extrême droite, c'est pareil, c'est un truc qui est présent dans ce milieu, mais l'image de ce milieu, c'est Saint-Germain-des-Prés, c'est la bien-pensance, pour reprendre un terme cher à l'extrême droite. Et je voulais montrer dans ce bouquin que c'est pas vrai, que le milieu littéraire c'est pas un repère de gauchistes ou de gentils sociodémocrates, que ce milieu-là aussi, il joue un rôle hyper important dans comment on pourrait appeler ça, la droitisation de la France. Aujourd'hui, depuis 30 ans. La banalisation des idées d'extrême droite. Je prends un exemple de Houellebecq, par exemple. La dernière grosse polémique le concernant, c'est quand il a fait son interview dans la revue Front Populaire, la revue de Michel Onfray. Ouais. Et à un moment, il dit... alors ok, c'est Houellebecq, on sait bien qu'il picole, qu'il raconte ce qui lui passe par l'esprit à l'instant T, et que peut-être que 10 minutes plus tard, il aurait dit le contraire. Mais... il parle de l'époque où il habitait dans le 13e arrondissement et ses voisins, c'était des Chinois qui ne parlaient pas français, mais grosso modo, qui savaient se tenir, quoi.
Et il dit, bah voilà, le problème des musulmans, c'est ça. Des musulmans, il dit. Hein. C'est ce que les Français leur reprochent, ce que les Français veulent, c'est qu'ils arrêtent de se faire voler et violer par les musulmans, Ouais, je sais, j'ai vu ça. ou que les musulmans rentrent chez eux. Alors maintenant, c'est Michel Houellebecq qui dit ça. On pourrait imaginer que ça soit un député du Rassemblement national qui dit ça. Que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella ou je ne sais pas moi, le député qui à l'Assemblée avait dit qu'il rentre en Afrique là, à propos des migrants. Bon, ça serait un énorme scandale politique. Sauf que là, c'est Michel Houellebecq. Donc c'est le plus grand écrivain français, en tout cas celui qu'on connaît le plus à l'étranger, qui est le plus respecté, etc. Donc, comme un grand écrivain en France a une aura particulière, du haut de sa statue, il peut dire ce qu'il veut, il s'en sortira toujours. Sauf que, venant de lui, ça donne à mon avis, ça donne une caution à ce genre de propos. C'est-à-dire que la personne qui va répéter ça au café du coin va se dire « Ouais, mais bon, si Houellebecq le dit, pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de le dire ? Pourquoi on m'accuserait de racisme ?» À un moment, et à mon avis, ça rentre dans toute la logique du non, mais on ne peut rien dire en France. Les écrivains dont je parle, contribuent à banaliser des idées. C'est pour ça que j'ai démarré l'entretien en disant qu'on sortait de cette lecture avec du dégoût, quoi. C'est-à-dire que c'est profondément dégueulasse, quoi, pour utiliser un mot qu'utilise après, chacun choisit son camp. Non, mais c'est pas ça. Oui, mais il y a l'histoire il y a une rationalité à retrouver, quoi, le poids du cerveau. Mais tu vois, moi j'ai essayé d'écrire, donc comme je disais tout à l'heure, de façon vraiment neutre. Moi, je bosse beaucoup sur les questions plutôt de politique. Quand tu couvres la politique, tu fais des enquêtes sur la politique, tu pars du principe qu'un élu, il a des comptes à rendre. Ou quelqu'un qui intervient dans le débat public, il faut qu'on puisse comprendre d'où il parle. Ces écrivains-là, ils ne se contentent pas d'écrire des bouquins. Ils donnent des interviews, ils donnent leur avis sur la marche du monde, sur la société française, sur l'islam, sur les juifs, sur tout ce que tu veux. À partir du moment où ils sont des acteurs du débat public, moi j'estime qu'on a le droit d'enquêter sur eux et de leur demander des comptes et de dire « mais d'où parlez-vous » Et Michel Houellebecq, d'où parlez-vous quand vous parlez comme ça de l'islam ? C'est intéressant de savoir que Michel Houellebecq vient plutôt d'un milieu littéraire de droite, qu'on l'a fait passer pour un écrivain de gauche parce que ses bouquins étaient plutôt rentre-dedans et parlaient de thèmes qui étaient chers à la gauche, sauf qu'il n'a jamais quitté ce milieu, cette idéologie plutôt extrêmement conservatrice, réac, etc. Yann Moix, d'où parlez-vous ? Parce que vous avez quand même à un moment fricoté avec ce qui se faisait de pire dans l'extrême droite, vraiment bas du front, sans mauvais jeu de mots avec le Front National. Et Sylvain Tesson, d'où parlez-vous quand vous nous parlez Sylvain Tesson, par exemple, prenons un exemple. Une de ses marottes, un des sujets sur lesquels il aime intervenir dans le débat public, c'est la question des chrétiens d'Orient et de l'Arménie. Les chrétiens d'Orient, c'est un thème... ils sont défendus par l'Église catholique depuis des décennies, par des ONG tout à fait respectables, mais aussi depuis 10 ans par une association qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient. Alors, qui aime beaucoup demander un droit de réponse dès qu'on dit que c'est une association d'extrême droite. Donc, je regarde la caméra. Je ne dis pas que c'est une association d'extrême droite. Je dis que son président est assistant parlementaire d'un député européen FN, que tous les cadres sont liés au Front National de près ou de loin. Donc, voilà. Et cette association-là, quand elle a besoin d'un invité vedette pour ses soirées en soutien aux chrétiens d'Orient, elle va chercher Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, quand même, c'est un peu comme Houellebecq. Quand on lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là ?» Il va dire je ne savais pas. Il va feindre. Il est fuyant là-dessus. Oui. Ouais, il va feindre le manque de culture politique. En disant, mais moi, je suis écrivain, je ne sais pas ces choses-là. Ouais. Non. Enfin, il est le fils d'un journaliste qui connaissait le tout Paris. Son père lui a présenté le tout Paris. Il connaît tout de la politique, du milieu parisien. C'est pas juste Sylvain Tesson, c'est pas juste le type qui part avec son sac à dos dans la toundra, quoi. Il sait très bien ce qu'il fait quand il va voir cette association-là et qu'il apporte sa caution. Et ensuite, donc il y a eu les chrétiens d'Orient. Ensuite, il y a eu l'Arménie. Donc c'est lié au conflit au Karabakh. Donc l'enclave arménienne qui est en Azerbaïdjan, Azerbaïdjan musulman, arménien chrétien. Bon, la guerre, elle est sanglante, c'est horrible, c'est la guerre, ok. Et c'est une très noble cause de vouloir défendre des gens qui sont minoritaires, etc. Enfin, je ne prends pas position, mais je n'ai rien contre cette cause-là. L'argument de Tesson, qui est hyper engagé sur cette question-là,
il est très clair. Et il le dit vraiment texto comme ça dans ses interviews. Il faut défendre cette enclave. Et il faut défendre les Arméniens parce que c'est le dernier verrou, c'est le mot qu'il utilise, qui nous protège de l'invasion musulmane. Et si c'est pas de l'extrême droite, vous appelez ça comment ? C'est quoi ? Parce que ça veut dire qu'on a une civilisation chrétienne, on a une civilisation musulmane, elles ne peuvent pas s'entendre par définition, et forcément les musulmans, la violence est intrinsèque chez eux et ils vont venir nous envahir. Donc, je voudrais savoir, en dehors de Tesson qui a réagi par une chronique en t'attaquant, les deux autres, il y a eu des réactions à la sortie du livre, l'entourage, tu sais ? Yann Moix, non, et Michel Houellebecq a expliqué dans la presse qu'il avait mieux à faire que de lire le livre et que de toute façon, il n'était pas de droite, mais qu'il était populiste. Voilà. Ah, c'est son nouveau truc. C'est son nouveau truc. C'est ce qu'il répète maintenant, de dire je ne suis pas de droite, je suis populiste. Alors, une question aussi que je te pose, c'est t'as pris combien de temps entre le moment où tu t'es dit que tu allais faire ça et la sortie ? Ça m'a pris à peu près 2 ans, dont 6 mois à temps plein à la fin. Ouais. Et comment t'en sors de ça ? C'est-à-dire entre le François Kruck du début qui commence à enquêter et celui de la fin, qu'est-ce que tu as appris ? Est-ce que ça a changé ton système de valeurs ou est-ce que il y a quelque chose de... Non, ça a confirmé un système de valeurs. Tu vois, je te disais que le bouquin, je voulais qu'il soit à peu près neutre. C'est vraiment une histoire. Moi, j'aime bien les bouquins où on te plonge dans des scènes avec des personnages et puis tu es là avec eux. Et, voilà. Et je voulais pas donner de jugement moral dans le bouquin. Et en fait, le seul truc vraiment partisan, c'est le sous-titre du bouquin, c'est Enquête sur l'extrême droite littéraire. Et en fait, c'est un peu idiot de dire ça, mais c'est maintenant, malheureusement, c'est un choix partisan d'utiliser le terme extrême droite. Parce qu'on va toujours te dire, mais ça n'existe pas l'extrême droite. Qu'appelez-vous l'extrême droite ? Ça n'existe. Enfin, et moi, j'ai grandi à l'époque. T'as 45 ans. Ouais, donc j'ai fait débuter ce bouquin aussi à l'époque où moi j'étais ado ou étudiant et je lisais je découvrais ces auteurs. C'est une époque où la question se posait. Et tu les as aimés ces auteurs ? Enfin, tu les as lus ? Houellebecq, ouais, beaucoup. Et Tesson ? Tesson, alors je ne suis pas critique littéraire et ça n'a rien à voir avec mon bouquin. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était chiant à mourir, mais bon, pardon. Non, mais après, c'est... Et moi, c'est pareil, tu t'es pas fan. Joker. Ouais, d'accord. J'accepte le Joker. En même temps que sort ton livre, il est sorti un livre que j'ai envie de lire qui s'appelle Le style réactionnaire, qui est plus universitaire, de Vincent Berthelier. Il y a une excellente interview dans Le Vent se lève, qui est un très bon site indépendant. Et c'est assez complémentaire de ces livres. Parce lui, il s'intéresse au texte. C'est un universitaire, spécialiste de la littérature. Donc, il s'intéresse à ce qu'il y a dans ses bouquins et ce qui fait que cette littérature est plus de droite que de gauche. Ouais. Moi, je m'intéresse aux histoires parce que je ne suis pas universitaire. Moi, c'est aux histoires et aux réseaux et aux amitiés. Et je pense que c'est assez complémentaire. Ouais. François, je te remercie d'être venu à Blast. Je fais un petit appel pour pouvoir recevoir des journalistes comme toi ou pour raconter ce genre d'histoire. Nous, alors on doit être qualifié d'extrême gauche par ces gens-là, ou je ne sais pas. En tout cas, on est un site indépendant d'information. Aujourd'hui, il y a 20 salariés, 20 CDI à Blast. On est une quarantaine à travailler tous les jours et on ne vit que des dons et des abonnements. Donc, abonnez-vous, faites des dons. L'été va être un peu compliqué pour nous parce que l'actualité retombe un peu. Donc, on prépare une grille de rentrée et là, on a besoin de vos soutiens. Et voilà, pour continuer à faire ce genre d'émission, d'entretien. Et je te remercie infiniment. Merci. Et à bientôt pour un nouveau Zoom Arrière.